Je me souviens encore du moment exact où il l'a dit, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur le reste du monde. Nous étions assis à la petite table ronde du restaurant qu'il aimait, celui aux banquettes en cuir rouge et au steak hors de prix. C'était notre 5e anniversaire de mariage, 5 ans exactement depuis le jour où je suis entré dans l'allée avec cette robe en dentelle d'occasion que j'avais trouvée en solde. Il avait insisté pour réserver le même endroit où il m'avait fait sa demande. Romantique, non? Je pensais pareil. Marc leva son verre de champagne, ce demi-sourire suffisant qu'il arborait toujours quand il savait quelque chose que je ne savais pas. Sa mère, Linda, était assise à côté de lui, les lèvres déjà recourbées dans un sourire de victoire avant même qu'il ne prononce un mot. « Chérie », commença-t-il, la voix dégoulinante de douceur feinte, « merci de m'avoir laissé vivre dans ton appartement pendant 5 ans gratuitement. Pendant que tu couvrais toutes les dépenses loyer, charges, courses, tout, j'ai économisé en silence. Et maintenant que j'ai enfin assez pour mon propre logement. Je te divorce. » Il laissa les mots flotter dans l'air comme s'il attendait des applaudissements. Linda applaudit en réalité une fois de ses mains manucurées, puis se ravisa et fit semblant d'ajuster sa serviette. 5 ans. 5 ans à travailler des doubles journées à l'hôpital, rentrer épuisé, cuisiner pour lui, nettoyer cet appartement pour lequel il n'avait jamais payé un centime. 5 ans à le voir chercher la bonne opportunité pendant que je payais son forfait téléphonique, son abonnement à la salle de sport, son stupide abonnement à la bière artisanale. 5 ans à entendre qu'on m'a dit que j'avais de la chance. Il est resté parce que, qui d'autre voudrait de quelqu'un qui travaille de nuit et revient en sentant l'antiseptique? Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, mais mon visage resta calme. J'avais répété ce moment dans ma tête plus de fois que je ne pouvais compter. Je pris une longue gorgée d'eau, n'ayant pas touché au champagne, et affiché le plus doux sourire possible. Quelle coïncidence, Marc, dis-je d'une voix légère, presque enjouée. J'ai en fait une nouvelle aussi. Il se pencha, amusé. Linda inclina la tête comme un oiseau curieux. Je laissai le silence s'étirer juste assez pour que le serveur disparaisse de nouveau. J'ai vendu l'appartement, dis-je. La semaine dernière. Plein prix demandé, acheteur content. Les nouveaux propriétaires prennent possession dans 14 jours. Marc cligna des yeux. Une fois, 2 fois. La bouche de Linda s'ouvrit, puis se referma. Quoi, réussit-il enfin à articuler. Oh, je ne vous l'ai pas dit, poursuivis-je, toujours souriante. Mon nom est le seul sur l'acte. L'a été depuis le premier jour. Ma grand-mère me l'a légué directement à son décès. Tu te souviens? Tu étais aux funérailles. Tu as même pleuré. Très convaincant, pensais-je à l'époque. Le visage de Marc se décolorait si vite que j'ai presque ressenti un peu de pitié. Presque. Tu ne peux pas, commença-t-il. Je l'ai déjà fait, interrompis-je doucement. L'argent est sur un compte que tu ne toucheras jamais. Et comme nous n'avons jamais combiné nos finances, ton idée, d'ailleurs, parce que tu ne voulais pas me surcharger de tes prêts étudiants, il n'y a aucun bien marital à partager. L'appartement était à moi avant notre mariage. Il l'est toujours. Linda émit un son d'étouffement, sa main s'envola vers son collier de perles comme pour se sauver. Je me tournai vers elle. Et Linda, j'ai suivi ton conseil. Tu m'as dit à Noël dernier que je devrais arrêter d'être sentimental à propos de cet endroit et encaisser tant que le marché est favorable. Alors je l'ai fait. Merci. La bouche de Marc pendait désormais réellement. L'homme qui avait toujours une réplique, toujours le dernier mot, ressemblait à un poisson rouge en train de se noyer. Mais où suis-je censé vivre? Murmura-t-il. Je haussai les épaules. Tu as dit que tu avais économisé pour ton propre logement. Félicitations. Linda se porta dramatiquement la main sur la poitrine. Je n'arrive pas à respirer. Marc chercha son téléphone. Maman a besoin d'une ambulance. Je haussai un sourcil. Tu es sûr? L'hôpital où je travaille est littéralement en face. Je pourrais l'Y amener plus vite qu'une ambulance ne pourrait traverser le trafic du centre-ville. Les yeux de Linda roulèrent alors légèrement en arrière, pour de vrai cette fois, et elle s'affaissa dans la banquette. Marc paniquait maintenant, composant le 911 avec des doigts tremblants. Le restaurant devint silencieux, les gens regardaient. Je restai calme et terminai mon eau parce que ce n'était que le début. J'avais passé 5 ans à être celle qui se tait, celle qui fait des concessions, celle qui sourit quand on l'insulte au dîner de famille,
qui fait semblant de ne pas remarquer quand il transférait de l'argent de mon portefeuille à son compte secret. J'avais surveillé chaque centime, tout documenté, attendu, et ce soir, à l'anniversaire exact qu'il avait choisi pour m'humilier, j'ai tout repris. Mais ce que Marc ignorait, ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que l'appartement n'était pas la seule chose que j'avais prévu de vendre. Il y avait autre chose, quelque chose de bien plus précieux. Et demain matin, à l'ouverture des banques, la phase 2 commencerait. Les lumières de l'ambulance peignaient les vitres du restaurant en rouge et bleu. 2 ambulanciers entrèrent, jetèrent un coup d'œil à Linda, toujours affaissée comme une cire fondue, et commencèrent à poser les questions habituelles. Marc bafouillait, à moitié en larmes, disant que sa mère avait un problème cardiaque, qu'elle avait besoin d'oxygène, que tout cela était de ma faute. Je me levai calmement, enfilai mon manteau et dis aux ambulanciers, « Je suis infirmière en traumatologie à Saint-Maries, 3e étage. Je monte avec vous et je ferai le rapport en chemin », ils n'argumentèrent pas. Les infirmiers en tenue médicale ont toujours une autorité instantanée. Marc essaya de nous suivre. Je me tournai et le fixai droit dans les yeux. « Tu ferais mieux de rester ici et de payer l'addition, chérie, dis-je, avec le même ton sirupeux qu'il avait utilisé avec moi 10 minutes plus tôt. Après tout, c'était ton tour ce soir, non ? Il se figea sur le trottoir, bouche ouverte. La matrice flottait déjà avec le porte-ardoise de l'addition. Je montai à l'arrière de l'ambulance et fermai moi-même les portes. Linda reprit connaissance environ 30 secondes plus tard, le masque à oxygène en place. Ses yeux se fixèrent sur moi, grands ouverts de pure terreur, comme si j'étais la faucheuse en tenue d'infirmière de la marine. « Reste calme, Linda », dis-je doucement en vérifiant son pouls. « La tension est haute, mais stable. Tu ne vas pas mourir ce soir. Décevant pour toi, je sais. » Elle essaya de parler. J'appuyai doucement le masque un peu plus fermement sur son visage. Chut. Ordre du médecin. Le trajet dura 4 minutes. J'envoyai un texto à mon amie Jenna, chef de cardiologie, en route. Code Linda entrant. Elle répondit par un seul emoji popcorn. On roula Linda vers la baie 3. Marc déboula dans les portes des urgences 2 minutes plus tard, haletant, cravate de travers, semblant avoir couru tout le chemin. Il me vit appuyé contre la station des infirmières, buvant un café du distributeur, parfaitement calme. « Où est-elle » exigea-t-il. « On fait un ECG, dis-je. Assieds-toi avant que tu fasses une crise cardiaque à la place. » Il se mit à crier sur les poursuites, sur le fait que j'avais provoqué sa mère, sur le vol de sa maison. La moitié de la salle d'attente se retourna pour assister au spectacle. J'attendis qu'il manque de souffle, puis parlai assez fort pour que tout le monde entende. « Marc, l'appartement n'a jamais été à toi. Tu n'as jamais payé une seule facture. Tu n'as aucun droit légal. Et si tu continues à crier dans mon hôpital, la sécurité t'expulsera définitivement. » La sécurité s'avançait déjà, 2 grands hommes en polo. Marc les vit et se dégonfla comme un ballon percé. Il baissa la voix en un sifflement. « Ce n'est pas fini, Sarah. Je vais prendre un avocat. » Je souris. « Fais donc. J'ai hâte de leur montrer le dossier. » Il fronça les sourcils. « Quel dossier ? » Celui avec 5 ans de relevé bancaire, capture d'écran, relevé Venmo et le rapport du détective privé que j'avais fait l'an dernier. Il s'avéra que lorsqu'on trompe sa femme avec 3 femmes différentes et qu'on utilise sa carte de crédit pour payer leurs Airbnb, il est étonnamment facile de tout documenter. Ses genoux fléchirent. Il s'agrippa au mur pour rester debout. L'un des agents de sécurité posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Monsieur, vous devez partir maintenant. » Marc me lança un dernier regard, yeux écarquillés. « Tu planifies ça tous les jours, dis-je. » Ils l'emmenèrent dehors. Je regardais à travers les portes vitrées tandis qu'il restait sur le trottoir dans le froid, sans manteau, sans téléphone, apparemment laissé au restaurant, complètement perdu. Jenna apparut à côté de moi, bras croisés, souriante. « Tu es diabolique. »« J'adore. »« Pas diabolique, corrigeai-je. Juste libéré. » Elle me tendit une épaisse enveloppe comme demandé, signée, scellée et notariée ce matin. Je la pris, ressentis son poids et expirai pour la première fois depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les papiers de constitution de l'entreprise que j'avais discrètement lancée il y a 18 mois, une agence de personnel médical spécialisée dans les infirmières itinérantes. Je l'avais développée la nuit après mes gardes,
utilisant la chambre libre que Marc pensait remplie de bazar. Il s'avéra que les infirmières paient bien quelqu'un qui les traite réellement comme des humains plutôt que comme une main-d'œuvre jetable. J'avais déjà des contrats avec 4 systèmes hospitaliers et une liste d'attente de 312 infirmières. La vente de l'appartement n'était que le capital de départ. L'argent réel, celui qui change la vie, affluait déjà, et le nom de Marc n'apparaissait sur aucun document. Je glissai l'enveloppe dans mon casier, enfilai des vêtements civils et retournai à la baie des ambulances où Linda était maintenant assise dans son lit, exigeant d'être sortie. Je me penchai dans l'encadrement de la porte. « Vous vous sentez mieux ?» demandai-je doucement. Elle me lança un regard empoisonné. « Tu es un monstre. »« Non, » répondis-je, je suis juste la femme qui a enfin arrêté de financer le train de vie de ton fils. Et demain matin, lorsque le dépôt direct arrivera sur mon nouveau compte professionnel pour la première fois, 6 chiffres, Linda, j'achèterai la première chose qui aura jamais été véritablement à moi. Elle serra sa blouse d'hôpital. Quoi donc? Un billet d'avion, dis-je, un aller simple vers un endroit chaud, et je ne reviendrai jamais dans cette ville ni vers vous deux. Je me tournai pour partir. Derrière moi, Linda se mit à pleurer. De vraies larmes cette fois, non pas parce que son cœur souffrait, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. Et je ne leur avais même pas encore révélé la meilleure partie, celle qui frapperait demain à 9h précise quand un certain email serait envoyé à toutes les personnes de la liste de contacts de Marc, y compris son patron, sa petite amie enfin, une d'entre elles et tout le groupe de l'église de sa mère. Je sortis dans l'air froid de la nuit, resserrai mon manteau et souris aux étoiles. La phase 2 était terminée. La phase 3 promettait d'être délicieuse. Je ne rentrai pas chez moi cette nuit-là. Inutile. L'appartement avait déjà une étiquette, vendue, sur l'annonce, et la société de homestaging avait effacé toute trace de ma présence 2 jours plus tôt. Il ne restait que les vêtements de Marc, ses consoles de jeux et le fauteuil en cuir hideux que sa mère lui avait acheté pour ses 30 ans. Qu'il s'en débrouille. À la place, je pris possession d'une chambre au Four Seasons du centre-ville, le même hôtel où Marc m'avait un jour promis que nous séjournerions quand nous pourrions enfin nous le permettre. J'utilisais la carte de crédit portant encore son nom en tant qu'utilisatrice autorisée, celle qu'il avait déjà poussée au maximum lors de voyages de travail qui étaient en réalité des week-ends à Vegas avec ses amis. Le relevé serait la cerise sur le gâteau la semaine suivante. Je commandai un steak au room service, une bouteille de Beau à $180, et tout manger au lit en regardant des émissions de télé-réalité insignifiantes. Je n'avais pas fait ça depuis l'école d'infirmière. Cela avait un petit goût d'illégalité délicieux. À 6h47, mon téléphone explosa. D'abord Marc, 43 appels manqués, 112 textos, allant de « Réponds, s'il te plaît » à « Espèce de psychopathe, je vais te détruire ». Je fis des captures d'écran pour une éventuelle ordonnance restrictive et bloquai son numéro. Ensuite vinrent les numéros inconnus, amis, cousins, collègues, tous répétant la même chose, « Tu as vraiment fait ça ?» Oui. Oui, je l'avais vraiment fait. À 9h pile, l'email fut envoyé. Objet, un court message d'anniversaire de Sarah à Marcard. Je l'avais rédigé des mois auparavant, révisé 100 fois et programmé via un service anonyme rendant impossible de me relier directement. 8 paragraphes seulement, mais chaque mot était une mine. Paragraphe 1, un joyeux 5e anniversaire avec la date, bam, l'annonce complète du divorce qu'il prévoyait de me jeter à la figure. Paragraphe 2, copie scannée de l'acte de l'appartement avec mon nom en gras, plus le relevé de clôture montrant 1,38 million de dollars virés sur mon compte. Paragraphe 3 à 6, capture d'écran sur capture d'écran, lui transférant de l'argent de mon compte vers son projet inexistant, frais d'hôtel à Miami, Nashville, Austin, toujours le week-end où je travaillais de nuit, paiement Venmo à Kayla, Brianna et Tasha, jamais d'émoji, elle est mariée, $4200 dépensés pour un dîner client qui s'avéra être une demande en mariage sur un toit à Kayla, la bague qu'il m'avait dit avoir perdue en randonnée. Paragraphe 7, le clou, un lien vers un dossier Google Drive intitulé « Les plus grands succès de Marc », édition audio, 27 enregistrements de lui me ridiculisant auprès de sa mère, m'appelant la vache à cash, riant de ma prétendue incapacité à partir. Tous horodatés, tous limpides. Paragraphe 8, une ligne de clôture polie, je vous souhaite à tous les deux l'avenir que vous méritez, avec amour, votre ancienne ATM. J'avais mis 412 personnes en copie cachée, toute sa liste de contacts téléphoniques, cloné son cloud il y a 6 mois quand il avait laissé son ordinateur ouvert ivre, et récolté toutes les adresses e-mail possibles sur LinkedIn. À 9h12,
LinkedIn s'enflammait. Son patron commenta sous son dernier article, effectif immédiatement, votre emploi est terminé. HR vous contactera. À 9h27, la chaîne de prière de l'église de sa mère me contacta. Ils avaient mon numéro grâce aux cookies que je faisais pour leur collecte, demandant si j'étais en sécurité et s'ils devaient organiser un exorcisme pour Linda. Je posai mon téléphone et pris une longue douche. En sortant, quelqu'un frappa à la porte de l'hôtel. Je n'avais rien commandé d'autre. Je regardai par le Judas. Marc. Il semblait avoir dormi dans la rue, cheveux en bataille, chemise mal rentrée, yeux rouges, tenant un bouquet de roses fanées acheté probablement à une station-service. J'ouvris la porte, loquet encore en place. Sarah, Octate et il, pouvons-nous parler, s'il te plaît? J'ai merdé. J'ai été stupide. Je restai ferme, il n'y a rien à dire. J'ai perdu mon emploi, dit-il, la voix brisée. Ma mère a dû être sédatée. Tout le monde me déteste. Je n'ai nulle part où aller. Une fraction de seconde, je ressentis l'ancien réflexe, cette mémoire musculaire de prendre soin de lui. Puis je me rappelai la nuit où il avait jugé funérailles de mon père inconvenantes à cause de son draft de fantasy football. Je souris, le même sourire calme que dans le restaurant. Très bien, dis-je, et claquai la porte. Il tambourina, supplia, pleura. La sécurité de l'hôtel arriva en moins d'une minute. Je regardai par le Judas tandis qu'il l'escortait, tenant toujours ses roses tristes. Mon téléphone vibra à nouveau, un numéro inconnu de Californie. Je décrochai, Madame Sarah Whitmore? Une voix masculine polie, ici le service juridique d'Apex Medical Group. Nous avons reçu votre dossier hier. Notre conseil s'est réuni en session d'urgence ce matin. Nous souhaitons vous faire une offre, 8 millions cash pour l'acquisition à 100% de votre agence de recrutement, plus un contrat de conseil de 3 ans à $500 000 par an. Nous pouvons virer la moitié aujourd'hui si vous signez avant 17h. Je m'adossai au mur, étourdi. 8 millions plus 1,5 par an pendant 3 ans. Assez pour disparaître, recommencer n'importe où, ne plus jamais refaire de nuit. Je fermai les yeux et vis le visage de ma grand-mère, celle qui m'avait laissé cet appartement et disait toujours, ne laisse jamais un homme te diminuer, Sarah. Je serai dans l'avion cet après-midi, dis-je à l'avocat. Préparez les papiers pour San Francisco demain matin. Je raccrochai, ouvris mon ordinateur et réservai le vol de 14h15 pour un endroit chaud, première classe, évidemment. Mais avant de quitter le continent, il me restait une dernière chose à faire, une dernière bombe à lâcher, cette fois en personne. J'atterris à San Francisco le lendemain matin, mais ne me rendis pas directement chez l'avocat. D'abord, shopping chirurgical, pas frivolité. Je rentrai dans la boutique phare du joaillier de luxe que Marc m'avait toujours traîné devant, celle où il pressait son nez contre la vitrine en disant, un jour, ma chérie. En jean et sweat à capuche, cheveux en chignon décoiffés, sans maquillage, je passai devant le vigile et allai directement au salon privé à l'arrière. Je demandai à voir toutes les pièces de la collection emblématique. Elle hésita jusqu'à ce que je glisse ma carte AMX noire sur le comptoir, activée 2 jours plus tôt à mon nom avec une limite de $250 000. Ses yeux s'écarquillèrent. 2 heures plus tard, je sortis portant un collier de diamantaille radiant de cette cara coûtant plus que la plupart des maisons. Les boucles assorties, $380 000. Je payai en virement et demandai qu'ils emballent les boîtes vides avec de grands rubans satinés. Ensuite, Rolls-Royce Palo Alto, essai d'un fantôme noir mat, signature des papiers en sirotant du champagne offert, livraison à une certaine adresse avec note, pour quand l'Uber surge est trop élevé. Puis chez l'avocat. À 16h47, l'affaire des 8 millions était conclue, le contrat de conseil signé. Ma nouvelle valeur nette avait pour la première fois 2, Je célébrais environ $50 000 à chaque infirmière ayant jamais couvert un de mes shifts sans se plaindre. Leur chat de groupe explosa en émoji de larmes et promesse de nommer leur premier enfant Sarah. À 19h, je mis une robe bleu nuit expédiée de Burdorf, coiffure et maquillage à l'hôtel, appelé une voiture de ville. Destination, le gala annuel de la Saint-Maries Hospital Foundation, l'hôpital de Marc, celui de Linda, le lieu où il croyait encore détenir le pouvoir. J'avais acheté une table à $100 000 ce matin-là, table numéro 1, juste devant la scène. J'arrivais avec un retard calculé. Dès que je posai le pied sur le tapis rouge, les flashs crépitèrent. Je n'étais pas célèbre, mais j'avais l'air d'être de l'argent. En ville, cela suffisait.
Une journaliste locale m'a demandé qui j'étais. J'ai simplement souri et répondu, une ancienne employée très satisfaite. À l'intérieur, la salle de bal était pleine à craquer de médecins en smoking, de donateurs couverts de diamants et de membres du conseil qui se félicitaient eux-mêmes. Je les ai repérés immédiatement. Marc portait un smoking de location de taille trop grand, debout près de sa mère, qui portait exactement la même robe violette de « mère du marié » qu'à notre mariage. Il tentait de s'attirer les bonnes grâces du chef de la chirurgie, mais l'homme ne cessait de regarder sa montre. Puis ils m'ont vu. Marc est devenu livide. Linda a même agrippé un serveur pour garder l'équilibre. J'ai marché droit vers eux, mon collier captant chaque lumière de la pièce comme une arme. « Bonsoir », dis-je gaiement. Magnifique événement cette année. La bouche de Marc bougea, mais aucun son n'en sortit. Linda se ressaisit la première, « Comment oses-tu montrer ton visage ici ?» Je levai une main. La salle se tut. Les gens adorent le drame. En réalité, Linda, j'ai été invité. Mieux encore, j'ai acheté la table d'honneur. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai gardé 2 places pour vous, juste à côté du PDG. Je fis un geste. Le PDG, un homme aux cheveux d'argent qui m'avait autrefois écrit une lettre de recommandation élogieuse, venait déjà vers moi, intrigué. « Sarah Whitmore », tonna-t-il en m'embrassant sur les 2 joues. Il paraît que des félicitations s'imposent. Une sortie à 8 millions de dollars avant 35 ans. Extraordinaire. Marc avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Linda couina. Je souris au PDG. Merci, Dr Patel. En fait, je suis ici pour une autre annonce. Je montai vers le micro installé pour l'orateur principal. Le maître de cérémonie, voyant la taille de mon chèque, me le remit volontiers. Mesdames et messieurs, commençai-je d'une voix claire et posée, il y a 5 ans, j'étais infirmière salariée, enchaînant les doubles gardes pour payer le loyer d'un appartement que je possédais déjà, tandis que certaines personnes menaient une vie très confortable à mes dépens. Un murmure parcourut la foule. Les téléphones sortirent. Ce soir, je suis fier d'annoncer la création de la Fondation Sarah Whitmore. Dès demain, nous financerons intégralement des bourses d'études en soins infirmiers, des aides en santé mentale et des subventions de logement pour toute infirmière de cet état ayant un jour été exploitée par un partenaire, un propriétaire ou un système qui la traite comme une main-d'œuvre jetable. Les applaudissements commencèrent, hésitants, puis devinrent tonitruants. Je levai une enveloppe. Et pour lancer les choses, je fais don de 5 millions de dollars, immédiatement. La salle devint hystérique. Je regardai droit Marc et Linda, certains d'entre vous reconnaîtront peut-être mon futur ex-mari et sa mère. Ce sont eux qui m'ont appris tout ce que je sais sur la gestion financière, alors celle-ci est pour eux. Je lâchai littéralement le micro et quittai la scène pendant que l'orchestre improvisait une musique triomphale. La sécurité escorta Marc et Linda par une sortie latérale. J'appris plus tard que Linda avait tenté de gifler un journaliste et avait été filmée. La vidéo devint virale avant même que j'atteigne ma voiture. À l'arrière de la Rolls-Royce, il l'avait livrée au lieu avec un énorme nœud. J'ouvris enfin la notification que j'attendais. Un message d'un numéro inconnu. Kayla. Je l'ai quitté. Il pleure dans mon allée, pieds nus. Merci de m'avoir prévenu. Je ris tellement que le chauffeur me demanda si tout allait bien. J'allais plus que bien. J'étais libre. Il ne restait qu'un dernier détail à régler, et il m'attendait 30 000 pieds au-dessus du Pacifique le lendemain matin. L'avion quitta San Francisco à l'aube, poursuivant le soleil vers l'ouest. Première classe, siège 1A. Toute la rangée pour moi. L'hôtesse remplissait ma coupe de champagne sans que je demande, comme si elle sentait qu'il ne s'agissait pas d'un simple voyage d'affaires, mais d'un aller simple vers une vie dont je n'aurais même pas osé rêver 5 ans plus tôt. J'ouvris mon ordinateur une dernière fois avant que nous ne franchissions la ligne de changement de date. Un email du bureau foncier m'attendait, l'appartement avait officiellement été vendu à 9 h, heure du Pacifique. Les 1,38 millions de dollars se trouvaient désormais dans un compte aux îles Caïmans, dissimulé derrière 2 trusts et une fondation, inaccessible à quiconque. Un autre mail, la Rolls-Royce avait été réenregistrée au nom du Fonds d'aide aux infirmières de Saint-Marie. Marc la verrait chaque fois qu'il ouvrirait son application Uber. La voiture servait désormais exclusivement à ramener gratuitement des infirmières exténuées après 16 heures de garde, où qu'elles souhaitent aller. La tête qu'il ferait la première fois qu'une de ses anciennes collègues monterait à bord et comprendrait à qui appartenait la voiture. Eh bien, la vidéo de la dashcam circulait déjà.
Je refermai l'ordinateur et regardai l'immensité du Pacifique scintiller. Puis je fis la toute dernière chose qu'il me restait à faire, j'ouvris un nouveau document, tapai une seule page, joignis une photographie et envoyai le tout à une adresse que je n'avais jamais utilisée. Objet, pour Marc. À lire quand tu seras prêt à comprendre. La lettre était brève, Marc, au moment où tu liras ceci, je serai quelque part où tu ne peux pas me suivre. Je n'écris pas pour te blesser davantage. J'écris parce que j'ai enfin compris pourquoi je suis resté si longtemps. Je croyais que l'amour signifiait porter quelqu'un jusqu'à ce qu'il puisse marcher seul. Je pensais que si je donnais assez, travaillais assez, pardonnais assez, tu finirais par te retourner et me voir. Tu ne l'as jamais fait. Mais moi, je me vois maintenant. L'appartement n'est pas la seule chose que j'ai vendue. J'ai vendu chaque bijou que tu m'as offert. Chaque collier, pardon. Chaque bracelet, je ferai mieux. Les tickets de mise en gage sont joints, valeur totale 11 400 $. J'ai tout donné à un refuge pour victimes de violences domestiques qui aide les femmes à quitter les hommes exactement comme toi. J'ai vendu la robe de mariée sur eBay, une étudiante en théâtre l'a achetée pour une mise en scène de Gone Girl. Parfaitement appropriée. J'ai même vendu la stupide Xbox édition limitée pour laquelle tu m'avais fait faire la queue un Black Friday, un adolescent de l'Ohio est ravi. Tout ce que tu as touché et qui m'appartenait a disparu. Et tout ce qui m'appartient maintenant, tu ne le toucheras jamais. Tu m'as un jour dit que je ne serais rien sans toi. Il s'avère que j'étais tout sans toi. Il suffisait que j'arrête de payer tes factures pour m'en rendre compte. Je ne te déteste plus. Je ne pense même plus à toi. C'est ce qui nous différencie. Adieu, Marc. Sarah. PS La photo jointe est la vue depuis mon nouveau balcon. Tu as toujours dit que nous aurions un jour une vue sur l'océan. Ce jour est aujourd'hui. J'avais joint la photo prise au lever du soleil depuis la terrasse de la maison que j'avais discrètement achetée 3 semaines plus tôt, une villa en bord de falaise, au sud de Bali, toute de verre, de teck et de piscine à débordement plongeant dans l'océan Indien. Achat comptant, au nom de la fondation, intraçable, intouchable. Puis j'éteignis mon téléphone, retirai la carte SIM et la laissai tomber dans la flûte de champagne. L'hôtesse, les yeux écarquillés, me regarda porter un toast au soleil levant tandis que les bulles emportaient la dernière trace de mon ancienne vie. 14 heures plus tard, les roues touchèrent le sol à Dampazar. Un chauffeur tenait une pancarte, c'est la Madatan, Ibu Sarah. Bienvenue chez vous, Madame Sarah. Le trajet jusqu'à la villa dura 1 heure, à travers des rizières d'un vert éclatant, des temples ornés de frangipaniers et des enfants saluant depuis l'arrière de moto. À l'ouverture des grilles, le personnel 6 personnes se tenaient alignées sur les marches, colliers de fleurs et serviettes fraîches à la main. La régisseuse, une femme calme nommée Wayan, s'inclina légèrement, tout est prêt, Ibu. La piscine à débordement est chauffée. Le chef a préparé ce que vous voulez, et le bureau donnant sur l'océan dispose de la connexion la plus rapide de l'île, comme vous l'avez demandé. Je ris, le son résonnant contre les murs de pierre volcanique. Je traversai la maison, le salon encastré, la cuisine extérieure puis m'arrêtai au bord de la piscine. L'océan s'étirait à l'infini, sans une parcelle de terre entre moi et l'horizon. J'ôtai mes chaussures, laissai tomber ma robe de soie sur le carrelage et plongeai nu. L'eau était chaude, le sel doux, le ciel se teintait de rose et de doré. Je flottais sur le dos, regardant les premières étoiles apparaître. Plus de garde de nuit. Plus de réveil. Plus jamais prétendre être petite pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Juste le son des vagues et mon propre cœur. Je murmurais vers le ciel, vers ma grand-mère, vers toutes les versions de moi qui avaient pleuré dans la salle de bain de cet appartement à 3 heures du matin pendant qu'il ronflait sur le canapé, j'y suis arrivé. Et pour la première fois en 5 ans, je le croyais. Quelque part de l'autre côté du monde, Marc était probablement assis dans la chambre d'amis de sa mère, actualisant une boîte mail vide, attendant une réponse qui ne viendrait jamais. Et moi, à 35 ans, avec 8 millions de dollars en banque, une fondation qui changerait des milliers de vies, une maison à mon nom et un océan qui n'appartenait à personne mais semblait n'être qu'à moi, je fermais les yeux et me laissais porter par le courant. L'histoire était terminée. Non. L'histoire commençait enfin vraiment.